Je n'ai jamais été le centre de l'attention dans ma propre maison. Depuis aussi loin que je me souvienne, Camilla a toujours été l'étoile, la fille prodige, la fierté incontestable de la famille. Et moi, j'étais le soutien, celle qui faisait fonctionner les choses sans que personne ne s'en rende compte. Je le savais depuis mon enfance, mais à l'époque, je pensais encore que si je m'efforçais assez, si j'étais suffisamment utile, peut-être qu'un jour on me verrait. Alors, j'ai fait ce qu'on attendait de moi. J'ai commencé à travailler tôt, j'ai économisé de l'argent, payé les factures, et, quand il fut temps pour Camilla de réaliser son grand rêve d'étudier la médecine, c'est moi qui l'ai rendu possible. Sans contester, sans rien demander en retour. Mais au fond, j'attendais au moins une reconnaissance. Un « merci » aurait suffi. Mais cela n'est jamais venu. Je pense que j'aurais continué dans ce rôle pour toujours si ce n'était pas pour Noël de cette année-là. J'étais au travail, lorsqu'une collègue mentionna un dîner luxueux organisé dans le restaurant le plus cher de la ville. Elle évoqua le nom de famille et rit, en disant que c'était comme dans un film. Mon cœur se serra, car je n'avais aucune idée de ce dont elle parlait. Ce soir-là, j'ai cherché sur les réseaux sociaux et voilà, une grande fête, avec des invitations personnalisées, une décoration extravagante et un thème pompeux. L'avenir brillant de Camilla. C'était une célébration pour ma sœur, rassemblant parents, amis, professeurs, tout le monde, sauf moi. Je n'avais même pas été invitée. Je voulais croire qu'il y avait une erreur, peut-être un oubli, une défaillance de communication. Mais en lisant les commentaires, les publications, tout devint très clair. Mes parents étaient là, fiers, trinquant à la fille prodige. Camilla souriait, entourée de personnes qui l'admiraient. Et moi, j'étais invisible. Pas même une mention, rien qui suggérait que, sans moi, cette fête n'aurait même pas été possible. Quelque chose en moi se brisa. Ce n'était ni la tristesse, ni la colère immédiate. C'était quelque chose de plus profond, une douleur mêlée à une fatigue dont je ne savais pas que je portais le fardeau. Quand j'ai confronté ma mère le lendemain, la réponse vint sur un ton impatient, presque ennuyé. « Ah, tu n'aurais même pas aimé ces choses, Isabelle. C'est un environnement plus sophistiqué. » Camilla, qui écoutait tout depuis le canapé, rit. Pour être honnête, c'était mieux. Ainsi, tu aurais été décalée, tu sais, un peu hors contexte. Hors contexte. C'était ce que j'étais pour ma propre famille. Mon père acquiesça simplement, comme si la conversation était déjà terminée. Comme si je n'avais pas le droit de remettre quoi que ce soit en question. C'est là que j'ai compris quelque chose que j'aurais dû réaliser depuis longtemps. Je n'ai jamais vraiment fait partie de la famille comme je l'imaginais. J'étais une ressource, un moyen pour parvenir à une fin. Ils ne me voyaient pas comme leur fille, leur sœur ou quelqu'un ayant des sentiments. J'étais simplement celle qui résolvait les problèmes, qui faisait en sorte que tout fonctionne en coulisses. Et quand ils n'avaient plus besoin de moi, ils me jetaient simplement de côté. Ce n'était pas seulement la fête. C'était toute une vie qui me fut jetée au visage de manière cruelle et définitive. Mais, contrairement à d'autres fois, je ne pleurais pas. Je ne suppliais pas d'explication, ni n'essayais d'argumenter. J'éprouvais juste un vide étrange, une clarté froide m'envahissant. Je quittais la maison de mes parents sans dire un mot, et, dès mon arrivée dans mon appartement, je me précipitais vers l'ordinateur. La première chose que je fis fut d'annuler le prélèvement automatique pour la faculté de Camilla. Après des années à payer les frais de scolarité, couverts par des excuses bidons et des promesses vaines de gratitude, j'appuyai simplement sur un bouton et interrompis le flux d'argent. C'était si simple que cela paraissait presque injuste. Mais ce ne l'était pas. Pour la première fois, je faisais quelque chose pour moi. Pendant les premiers jours, personne ne s'en aperçut. La vie continua comme d'habitude. Camilla poursuivit ses publications de photos souriantes à la faculté. Mes parents suivirent leur routine comme si de rien n'était. Mais je savais que ce n'était qu'une question de temps. Et quand ils se rendirent finalement compte, ce fut un spectacle. 2 mois plus tard, ma mère m'appela pour la première fois depuis des semaines. Sa voix possédait cette douceur forcée qu'elle utilisait toujours quand elle voulait quelque chose. « Ma fille, il y a eu un petit problème à la banque. Les frais de scolarité de Camilla ne sont pas passés? Peux-tu vérifier ?» J'éprouvais un goût amer dans la bouche, mais je restais ferme. Je pris une profonde inspiration et répondis, du ton le plus calme possible, « Ce n'était pas une erreur, maman. J'ai arrêté de payer. » Le silence. De l'autre côté dura quelques secondes.
Mais quand elle reprit la parole, la douceur avait disparu. « Isabella, c'est quoi ces bêtises? Tu sais que Camilla a besoin d'étudier. Tu ne peux pas faire ça à ta sœur. » C'était amusant comme, soudainement, j'existais. Quand il s'agissait de travailler sans reconnaissance, j'étais invisible. Mais au moment où j'ai arrêté de servir, je suis devenue une pièce essentielle. Je ne m'emportais pas. Je répétais simplement « j'ai arrêté de payer » et je raccrochais. C'est là que la guerre commença. Mon père m'appela le lendemain, sans détour. « Isabella, arrête tes bêtises. Reprends le paiement de cette faculté maintenant. » Sa voix était dure, comme s'il avait affaire à un enfant capricieux. Pour la première fois, je ne ressentis ni peur, ni ce besoin de plaire. Juste un étrange soulagement d'avoir enfin clairement montré que je n'étais plus le distributeur automatique de la famille. Je répondis, de façon brève et sèche, « Non. » Il grogna, irrité. « Ne dis pas de bêtises. Tu sais que Camilla ne peut pas perdre cette place. Tu as l'obligation d'aider ta sœur. » Et c'est à ce moment précis que je ris. Je ris parce que c'était absurde. Parce que j'ai passé toute ma vie à entendre que la famille, c'est le soutien, le sacrifice et l'amour inconditionnel. Mais, curieusement, ces principes ne valaient que lorsque je donnais. Quand j'ai arrêté, je suis devenue le problème. Camilla fut la dernière à me contacter. Quand je décrochais, je savais déjà à quoi m'attendre. Elle commença avec cette indignation habituelle. « Comment as-tu pu me faire ça? Tu sais combien j'ai peiné pour entrer dans cette faculté? » J'écoutais en silence. Elle poursuivit, la voix chargée de révolte. « Tu veux me détruire, c'est ça? Tu veux me voir échouer ?» Puis vint la phrase qui me confirma que j'avais pris la bonne décision. « Isabella, tu n'es qu'une domestique ingrate. Je t'ai fait te sentir utile, et c'est comme ça que tu me remercies? » Le mépris dans sa voix était si flagrant que, pendant une seconde, cela fit mal. Mais peu après, je ressentis autre chose, une libération. Elle finit par dire à voix haute ce qu'elle avait toujours pensé. Je n'ai jamais été sa sœur. J'ai simplement été un service rendu. Après cet appel, il devint clair qu'ils n'accepteraient pas cette nouvelle dynamique sans se battre. Au début, ils essayèrent de tout, des messages pleurnichards, des enregistrements audio chargés de culpabilité, même quelques parents éloignés tentant d'intervenir avec ce vieux discours du « mais la famille, c'est la famille ». J'ignorais tout cela. Mais quand ils se rendirent compte que je ne céderais pas, les choses escaladèrent à un niveau que je n'aurais jamais imaginé. Un jour, je rentrais chez moi et trouvais mon appartement fouillé. Mon ordinateur portable, quelques documents et même de l'argent liquide avaient disparu. Mon cœur se mit à battre la chamade, mais il me suffit de vérifier les caméras de sécurité pour comprendre exactement ce qui s'était passé. Camilla et mes parents étaient entrés dans mon appartement et avaient tout simplement emporté ce qu'ils voulaient, comme s'ils avaient encore ce droit, comme si j'étais encore leur propriété. Voir ces images me donna un choc de réalité. Ce n'était pas seulement de la manipulation émotionnelle. Ce n'était pas seulement de l'exploitation financière. Ils croyaient vraiment pouvoir passer au-dessus de moi, de ma vie, de mes choix, sans aucune conséquence. Mais cette fois, j'avais une réponse à la hauteur. Le lendemain, je suis allée à l'université et j'ai officiellement rompu le lien financier avec la faculté de Camilla. Ce n'était pas simplement annuler le paiement, c'était rendre la décision irréversible. C'était fini. Plus de délai, plus de seconde chance. Pour la première fois de ma vie, j'avais repris quelque chose qui leur appartenait, et l'impact fut immédiat. Le chaos s'installa dans ma famille. Camilla se rendit à la faculté en pensant pouvoir tout résoudre par une démarche dramatique, mais elle découvrit qu'il n'y avait plus de retour en arrière. Sans personne pour payer ses frais de scolarité, son inscription fut officiellement annulée. Et c'est là que le désespoir frappa. Pour la première fois de sa vie, ma sœur se retrouva sans privilège, sans personne pour garantir que tout se passe bien au final. Les parents qui l'avaient toujours mise sur un piédestal ne pouvaient désormais rien faire d'autre qu'être désolés. Et moi, j'observais de loin. Pas par vengeance, mais parce que j'avais finalement compris que ce n'était jamais de ma responsabilité de sauver qui que ce soit. Les appels téléphoniques s'intensifièrent. Mon père oscillait entre la colère et le chantage émotionnel, essayant de me faire ressentir de la culpabilité. Ma mère pleurait au téléphone, disant que je détruisais la famille. Mais le pire fut Camilla. Elle criait, jurait, disant que j'avais ruiné sa vie. Pour la première fois, elle n'était plus la chérie intouchable.
Désormais, elle n'était plus qu'une personne de plus tentant de s'en sortir dans le monde réel, sans personne pour lui tenir la main. C'est alors que j'en vins à la réalisation. Ma sœur n'a jamais eu à se battre pour rien. Et quand elle dut enfin affronter les difficultés, elle s'effondra. Peu à peu, la réalité pesa sur Camilla. Sans la faculté, sans argent et sans un réseau de soutien pour tout résoudre, elle n'eut pas d'autre choix que de trouver un emploi. Le choc de voir la fille prodige travailler comme serveuse dans un restaurant modeste était presque comique. Mes parents, qui auparavant exaltaient tant son éclat, évitaient désormais d'en parler, comme si cela était temporaire, comme si quelqu'un allait apparaître pour la sauver à tout moment. Mais personne n'apparut. Le monde ne fonctionnait pas comme ils en avaient l'habitude. Et pour la première fois, Camilla dut apprendre à la dure ce que signifiait ne compter que sur soi-même. Je n'éprouvais pas de plaisir à la voir dans cette situation, mais je dois avouer que je ne ressentis pas non plus de pitié. Pas après tout ce que j'avais entendu, pas après avoir été traitée comme un fantôme dans ma propre maison. Ce que je ressentis, c'est un soulagement silencieux. Pour la première fois, je n'étais plus responsable de réparer tout. Pour la première fois, ma vie ne tournait plus autour de leur subsistance. La sensation de liberté était étrange, presque inconnue, mais véritablement agréable. Avec le temps, la guerre s'apaisa. Mes parents cessaient de m'appeler aussi fréquemment, peut-être parce qu'ils avaient réalisé que leurs paroles n'avaient plus d'effet sur moi. Camilla, peu à peu, disparut des réseaux sociaux, et je savais pourquoi. L'image de la fille parfaite, brillante, au-dessus de tous les défis, avait été détruite. Maintenant, elle n'était plus qu'une personne ordinaire, tentant de survivre. Je me demandais si un jour elle comprendrait ce qui s'était réellement passé, si elle verrait au-delà de sa propre frustration et réaliserait que ce n'était pas mon attitude qui avait ruiné sa vie, mais l'illusion dans laquelle elle avait toujours vécu. Quant à moi, j'ai poursuivi ma vie. Sans l'obligation de financer les rêves d'autrui, j'ai enfin pu investir dans mes propres projets. J'ai commencé à prendre soin de moi, à dépenser de l'argent pour moi sans culpabilité. C'était étrange au début. Pendant des années, chaque centime que je gagnais semblait destiné à quelqu'un d'autre. Mais maintenant, pour la première fois, j'étais la priorité. Et cette liberté avait un goût que je n'avais jamais expérimenté auparavant. Même au fil des mois, les cicatrices de cette histoire restaient présentes. Ce n'était pas quelque chose qui s'effaçait simplement. Certaines nuits, je me surprenais à revivre certaines conversations, certains instants, me demandant comment j'avais pu supporter si longtemps d'être traitée ainsi, sans voir l'évidence. D'autres fois, je ressentais un poids dans la poitrine, une sorte de deuil, parce qu'au bout du compte, il ne s'agissait pas seulement d'argent. C'était réaliser que ma famille ne m'avait jamais vue comme je les voyais. Je les aimais, j'aurais tout fait pour eux, et ils m'ont simplement utilisé. Accepter cela faisait mal, mais cela m'a aussi libérée. Et d'une certaine manière, je pense que Camilla a également changé. Pas parce qu'elle l'a voulu, mais parce que la vie l'a forcée. Un jour, des mois après tout cela, j'aperçus qu'elle avait trouvé un meilleur emploi. Pas en tant que médecin, comme elle avait toujours rêvé, mais dans un domaine qui lui permettait de payer ses factures. Pour la première fois, sans la posture, sans l'argent, sans les privilèges, elle semblait humaine. Et peut-être pour la première fois de ma vie, j'ai senti que nous étions enfin sur un pied d'égalité. Nous n'étions plus l'étoile et l'ombre. Nous étions simplement deux personnes faisant face aux conséquences de ce qu'on nous avait appris à être. Mes parents, quant à eux, n'ont jamais rien reconnu. Ils n'ont jamais admis leurs erreurs, jamais présenté d'excuses. Au mieux, ils commencèrent à agir comme si de rien n'était. Comme si j'étais encore une partie de la famille, mais de manière distante, presque formelle. De temps en temps, ils envoyèrent de courts messages, tentant d'engager la conversation sans aborder le sujet. Je ne les ai pas haïs pour cela, mais je n'ai pas non plus fait semblant que tout allait bien. Ils n'y avaient plus de retour en arrière. Ils m'ont perdu au moment où ils ont clairement montré que je n'étais jamais plus qu'une pièce jetable dans leur jeu. Mais malgré tout, je ne nourrissais aucune rancune. Je ne voulais pas de vengeance. Je ne voulais pas que Camilla échoue. Je ne voulais rien prouver à personne. Je voulais juste la paix. Et pour la première fois, je l'avais. Ma vie était désormais la mienne. Mes rêves étaient les miens. Et cela suffisait. Ce n'était pas une fin heureuse au sens traditionnel.
Mais c'était une fin juste. Je n'étais plus l'ombre de personne. J'étais enfin la protagoniste de ma propre histoire. Avec le temps, l'idée de famille a complètement changé pour moi. Avant, je croyais que les liens du sang signifiaient tout, que l'amour et la loyauté étaient automatiques entre proches. Mais cette expérience m'a montré quelque chose que je n'ai jamais voulu voir. La véritable famille n'est pas celle qui partage simplement le même nom de famille, mais celle qui vous respecte, vous valorise et se soucie de vous en tant qu'individu. Et aussi douloureux que cela ait été à admettre, ma famille ne m'a jamais vue ainsi. Peu importait combien j'avais donné, combien j'avais sacrifié, ils ne me voyaient jamais au-delà du rôle qui m'était assigné. Mais maintenant, en regardant en arrière, je réalise que l'erreur n'a jamais été la mienne. L'erreur a été de croire que je devais me contenter de miettes d'affection, que je devais supplier pour être remarquée, pour être valorisée. Et ce changement de perspective a transformé ma vie entière. Quand j'ai cessé de chercher la validation de personnes qui ne m'avaient jamais valorisée, quelque chose en moi s'est libéré. J'ai commencé à investir du temps et de l'énergie dans ceux qui se souciaient vraiment de moi, des amis qui avaient toujours été là, me soutenant sans rien demander en retour. Pour la première fois, j'ai appris à poser des limites, à dire non, sans culpabilité, à m'éloigner de tout ce qui drainait mon énergie. Ce fut un processus difficile, car toute ma vie avait été construite autour de l'idée de servir autrui, mais peu à peu, je me suis reconstruite. J'ai commencé à faire de petites choses pour moi-même, des gestes simples qui semblaient auparavant de l'égoïsme, mais qui étaient désormais des actes d'amour-propre. J'ai voyagé, acheté de nouveaux vêtements, changé de coupe de cheveux, commencé à économiser pour mon propre avenir. Et chacune de ces petites transformations me rappelait que ma vie n'aurait jamais dû tourner autour des autres. Elle aurait toujours dû être à propos de moi. Le plus curieux de tout fut de réaliser comment, avec le temps, mon absence avait eu un impact sur ma famille bien plus grand que ma présence ne l'avait jamais eu. Avant, j'étais un pilier invisible, ce soutien toujours présent, garantissant que tout fonctionnait sans que personne n'ait à s'en soucier. Mais maintenant que je ne faisais plus partie de l'équation, ils furent forcés d'affronter une réalité qu'ils n'avaient jamais imaginée. Mon père, qui avait toujours supposé que j'étais une extension des devoirs familiaux, dut accepter que je n'étais plus sous son contrôle. Ma mère, qui utilisait la culpabilité et la manipulation pour me maintenir près d'elle, comprit que je n'étais plus aussi facile à plier. Et Camilla, pour la première fois, dut se regarder dans le miroir et comprendre que le monde ne tournait pas autour d'elle. Ils essayèrent de recréer l'ancienne, dynamique, mais sans moi pour servir de béquille. Le château d'illusion s'effondra peu à peu. Mais ce n'était plus ma bataille. Je ne ressentais plus de colère, je n'éprouvais plus le besoin de vengeance, et par-dessus tout, la version de moi-même qui se contentait d'être simplement un soutien ne me manquait plus. J'avais compris que mon bonheur n'avait jamais résidé dans cette maison, dans ce rôle, dans cette dynamique qui m'étouffait. Aujourd'hui, quand je repense à mon ancienne vie, je ne ressens plus ni tristesse ni ressentiment. Je ressens de la gratitude. De la gratitude d'avoir enfin ouvert les yeux, d'avoir eu le courage de sortir de ce cycle, d'avoir appris que rester fidèle à soi-même est bien plus important que d'être accepté par ceux qui ne t'ont jamais vraiment valorisé. Je n'étais plus la fille oubliée, la sœur invisible, la pièce jetable. J'étais simplement moi, et pour la première fois, cela suffisait amplement. Si quelqu'un m'avait dit, il y a des années, que j'atteindrais ce point, j'aurais ri. J'aurais dit que c'était impossible, que ma famille représentait tout pour moi, que je n'aurais jamais eu le courage de m'éloigner. Mais la vérité, c'est que je ne me suis pas éloignée de ma famille. J'ai simplement cessé d'accepter un rôle qui n'aurait jamais dû être le mien. Je n'aurais jamais dû être responsable du succès de quelqu'un d'autre aux dépens de ma propre vie. Je n'aurais jamais dû me résigner à l'idée que l'amour et le respect se gagnent par des sacrifices. Une véritable famille ne devrait pas exiger que tu te détruises pour que les autres brillent. Et quand j'ai enfin compris cela, tout a changé. J'ai cessé d'être la figurante dans l'histoire des autres et je suis devenue l'auteur de ma propre histoire. Aujourd'hui, quand je regarde vers l'avenir, je vois des possibilités que je ne me permettais même pas d'imaginer auparavant. Je ne sais pas exactement où je vais, mais je sais que je suis sur le bon chemin, car pour la première fois, c'est moi qui choisis mes pas. L'ancienne Isabella aurait eu peur de cela.
se serait accrochée au peu qu'elle recevait, aurait continué à essayer d'être acceptée. Mais cette version de moi comprend que certaines pertes sont, en réalité, des délivrances, et que parfois pour trouver notre véritable famille, celle composée de personnes qui nous respectent, nous valorisent et nous aiment pour ce que nous sommes, il faut d'abord avoir le courage de lâcher les amarres du passé. J'ai lâché, prise. Et maintenant, enfin, je suis libre.